aux interventions des pays. Donc nous avons déjà le Bénin qui est parmi nous et qui nous a déjà envoyé les slides. Et si tout se passe bien, nous avons aussi l'accord en principe du Sénégal. Voilà. Ce webinaire donc qui vient de démarrer, il s'inscrit dans une lignée et dans une série de 6 webinaires en tout après la fin des réunions de Washington. Et nous avons déjà regardé le mois dernier la planification pour les ODD et pour l'ODD lié au secteur WASH. Aujourd'hui, nous regardons un peu ce qu'il en est du suivi et de l'évaluation pour les ODD. Pour les prochains webinaires, nous allons nous concentrer sur le financement et sur les processus qui sont en cours dans les pays, etc. Donc, voilà, je démarre avec le premier. J'espère que tout le monde m'entend bien et que tout le monde voit bien les slides. Donc ce webinaire aujourd'hui, il va se concentrer sur le renforcement des systèmes nationaux de suivi et d'évaluation des ODD. En tout, il doit durer à peu près 1 heure et nous gardons la ligne ouverte après pour des discussions selon les besoins. Donc vous avez ici devant vous les dispositifs qui commencent à être connus maintenant pour ceux qui assistent à nos webinaires et ceux qui sont actifs dans le SWA. Ce sont les dispositifs fondamentaux du secteur WASH qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais qui donnent quand même un cadre conceptuel et un cadre commun pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'il faut pour avoir un secteur fort. Ok? Et donc, dans ces 5 dispositifs, nous avons le 4e, qui est la planification, le suivi et l'examen du secteur, et qui est expliqué un peu plus en détail dans ce slide qui est devant vous. Alors, il s'agit d'une planification, d'un suivi et d'une évaluation des résultats du secteur, donc des actions systématiques, efficaces et inclusives, afin de définir la voie à suivre pour atteindre les objectifs définis. Donc pour nous, il s'agit par exemple des objectifs des ODD. Alors, des examens à moyen et à long terme des résultats du secteur et au moyen de plateformes rassemblant de multiples parties prenantes et des mécanismes facilitant le dialogue et les enseignements sectoriels. Donc on y reviendra un peu plus tard sur ce qui est de la coordination et de la coopération multipartite. Il s'agit aussi des mécanismes de responsabilisation qui sont clairement définis. Et donc, il va s'agir d'une responsabilité et d'une redevabilité mutuelle. Et enfin, il s'agit de la transparence des données et un accès public à l'information du secteur WASH. Alors, un autre cadre conceptuel recommandé par le SWA, ce sont des comportements collaboratifs, enfin ce sont des comportements coopératifs du SWA, et le rôle des revues sectorielles conjointes, donc des JSR, est de plus en plus reconnu au niveau global et s'inscrit dans le 3e de ces comportements qui est d'utiliser une plateforme unique pour l'information et pour la responsabilité mutuelle. Donc je vous avais parlé. Alors, ici, il s'agit de reconnaître qu'une collaboration, effective est nécessaire autour d'une plateforme d'information et de responsabilité mutuelle. Et en se focalisant plus sur ce 3e comportement coopératif, qui est d'utiliser une plateforme unique pour l'information et la responsabilité. Alors ici, il faut exiger et endosser la responsabilité mutuelle des progrès réalisés dans le secteur. Et ce comportement se base sur 3 fondations. La première étant la fiabilité des données. La deuxième étant la réflexion critique commune. Et la troisième étant une gestion évolutive en fonction des résultats et des leçons apprises.
Donc les partenaires doivent récolter des données, les partager, tirer des enseignements de ces données-là, et ensuite endosser la responsabilité mutuelle des résultats qui sont obtenus dans le secteur. Ok. Alors, le prochain slide, il vous montre un peu une définition des RSC, qui sont les revues sectorielles conjointes. Donc, qu'est-ce qu'une revue sectorielle conjointe? C'est une évaluation périodique de la performance d'un secteur donné. Dans notre cas, c'est le secteur de l'eau, assainissement et hygiène. Et c'est une évaluation qui est entreprise par le gouvernement et impliquant les partenaires de développement, la société civile et d'autres parties prenantes. Et idéalement, bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir des données et des informations pour avoir des données et des informations, mais il s'agit de les intégrer dans les cycles de planification, dans les cycles de réalisation et du rapportage et des comptes rendus qui sont dans le pays. Donc nous voyons trois éléments qui définissent une revue sectorielle conjointe. D'abord, c'est une évaluation, c'est une revue périodique. Deuxièmement, c'est une revue qui implique plusieurs parties prenantes, toutes les parties prenantes idéalement du secteur. Et troisièmement, c'est un processus continu où il s'agit d'assurer que les décisions qui sortent de ces revues sont traduites dans des actions concrètes et informent des actions concrètes dans le pays. Voilà. Alors, ce slide que vous avez devant vous, il vous montre l'importance des revues sectorielles conjointes. Alors, la première et la plus critique des places à donner à ces revues, elle provient du fait que ces revues constituent un élément clé dans le cycle de planification et du suivi et d'apprentissage et de réforme. Et idéalement et normalement, ce cycle se réalise sous l'égide du gouvernement et implique toutes les parties prenantes. Alors, la deuxième importance de ces revues sectorielles conjointes, c'est qu'elles identifient les lacunes dans la réalisation, dans la mise en place, et ensuite elles facilitent la prise de décision, et ce sont des prises de décision fondées sur des éléments factuels et qui permettent d'identifier les mesures correctives adaptées à la situation. Et troisièmement, ces revues sont importantes parce qu'elles incitent tous les partenaires du secteur à exiger et à endosser la responsabilité mutuelle des progrès qui sont réalisés dans le secteur. Voilà les trois importances, les trois raisons pour lesquelles ces revues sont importantes. Alors, les revues sectorielles conjointes sont aussi appelées par d'autres noms qui sont affichés ici. Par exemple, on peut dire qu'il s'agit d'une revue annuelle conjointe, d'une réunion de coordination, d'une conférence, etc. Et vous voyez ici que dans la plupart des noms, il s'agit de mettre l'accent sur la réunion ou sur la conférence ou sur le congrès. Mais en réalité, il faut savoir qu'il s'agit ici d'un processus qui est en cours et qui reste en cours et où ces réunions ne sont qu'une partie et le processus et le travail majeur se fait de façon continue. Voilà, donc je vous ai donné ces quelques remarques d'introduction et maintenant je vais laisser la parole à Madame Fiona God de l'OMS qui va bien vouloir nous présenter des perspectives du JMP et de GLAS. Alors Fiona, c'est à vous maintenant si vous m'entendez. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très clairement. Par contre, ce qui n'est pas très clair, c'est comment est-ce que je peux vous donner le rôle de présentatrice. C'est Ali, could you help me out here, please? Ou peut-être, c'est peut-être plus simple si on continue et puis si je peux te dire loin de compte changer, je crois que ce sera peut-être plus simple parce que pour éviter qu'il y ait un creux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es d'accord? Ok, super. Moi, je suis d'accord.
Ok, ben moi aussi, ben je te remercie beaucoup. Alors bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire. Et moi j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter par rapport au JMP et aux données disponibles toutes récentes qui ont été publiées au mois de juillet, mais également certains d'entre vous me connaissent déjà. Je m'occupe de la gestion de l'initiative GLASS. Donc l'initiative GLASS, qui est l'initiative sur l'analyse et l'évaluation mondiale de l'ONU sur l'assainissement et l'eau potable. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter de ce qu'on fait par rapport au suivi, tout ce qui est données, renforcement de système, par rapport à tout ce qui est l'environnement favorable. Donc c'est ce qu'on appelle, et on utilise les données GLASS, et beaucoup d'entre vous ont participé aux enquêtes GLASS. Et ensuite de la partie qui est plus outcome, les résultats, donc le JMP. Balwan, si tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît. Voilà, donc j'ai le plaisir de présenter par rapport à l'UNICEF mes collègues Tom Slaymaker de l'UNICEF et mon collègue Rick Johnston de l'OMS. La prochaine, s'il te plaît. Alors pour commencer, Balwan, si tu peux passer à la prochaine diapo. Oui, j'ai essayé, Fiona, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais je continue à parler. Hein. Alors, je vais commencer peut-être avec les résultats. Donc, des résultats très, très récents sur quelle est la situation au niveau mondial et la comparaison au niveau des pays, de quelle est la situation par rapport aux données et par rapport aux ODD. Donc, on est tous là autour en train de se rapprocher de ce canevas qui sont les ODD, les objectifs, et notamment les objectifs et les cibles autour de l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène. Donc, le JMP a récemment lancé son dernier rapport qui rapporte sur les différents échelons et les différents éléments de l'eau et l'assainissement, et également au niveau de l'hygiène et du lavage des mains. Alors, comme vous pourrez le voir une fois que le diapo passera à la prochaine, c'est que le travail du JMP va mettre un accent particulier sur les objectifs des ODD. Voilà, donc là on voit les cibles et les indicateurs des ODD, que je pense vous connaissez tous. Et le JMP va mettre un accent particulier sur les ODD pour 2030, notamment mettre fin à la défécation à l'air libre. Aussi par rapport à l'atteinte de l'accès universel aux services élémentaires et le lien avec les ODD de l'ODD 1, notamment la cible 1.4, et ainsi l'atteinte à l'accès universel aux services gérés en toute sécurité. Et à l'avenir, le JMP rapportera sur le statut WASH, H, dans les institutions, et en commençant avec les écoles, et notamment les établissements de santé et les centres de santé. Éventuellement, avec le temps, le JMP s'occupera aussi de regarder dans le suivi par rapport au WASH dans d'autres institutions. Alors, on peut passer à la prochaine. Alors, voici des résultats, une fois que le diapo voilà, passera. Je ne vais pas rentrer en détail sur tous les résultats, mais je vais peut-être vous partager avec vous quelques faits marquants de ce nouveau rapport qui est sorti, donc il y a 3 semaines, 4 semaines, qui donne des résultats et des estimations par rapport globalement et des estimations comparables. Et donc, en utilisant des données disponibles au niveau pays, dans les bureaux de statistiques pays, et en les mettant et en les analysant d'une façon comparable, on a maintenant des données et des tableaux par rapport à ces différents échelons que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et donc, ce qui apparaît de ce récent rapport est le fait qu'il y a plus de 5 milliards de personnes utilisent ou ont utilisé en 2015 un service d'eau potable géré en toute sécurité, ce qui est une très très bonne chose. Mais cependant, je pense que l'autre fait marquant de ces données et de ce rapport, c'est qu'il y a encore presque 1 milliard de personnes qui manquent
même encore de services élémentaires. Donc, il est là aussi le fait marquant. Alors, bien que beaucoup plus de personnes aient accès à des services, ces services ne sont pas forcément des services qui sont gérés en toute sécurité. Et encore beaucoup trop de personnes ont un accès à des services très limités, ou même encore à l'utilisation des eaux de surface. La prochaine diapo, s'il te plaît, Balwant. Et là, c'est la situation par rapport à l'assainissement. Et ce sont de nouvelles estimations qui n'étaient pas encore disponibles avant la sortie de ce rapport. Et tout ça grâce aux données pays qui ont été récoltées pour produire ces estimations. Là encore, il y a presque 3 milliards de personnes qui utilisaient un service d'assainissement géré en toute sécurité. À savoir que par rapport à la population mondiale, c'est moins de la moitié. Et encore beaucoup trop de personnes, je pense que ça c'est autre chose à souligner, mais qui n'est pas forcément une surprise, encore trop de personnes manquent encore à des services juste élémentaires. On ne prend même pas en compte des services qui sont plus sophistiqués comme des services gérés en toute sécurité. Donc là aussi, on a aussi 600 millions de personnes qui utilisent des services très limités, ou encore on a presque 1 milliard de personnes qui pratiquent encore la défécation à l'air libre. Donc, je pense que ça, c'est peut-être les points marquants que je voulais mettre en avant par rapport à ces données le plus récemment disponibles. On peut peut-être passer à la prochaine diapositive. Et là, pour la première fois, on a présenté, et l'OMS et l'UNICEF ont mis en avant les données qui sont disponibles par rapport au lavage des mains. Et ce qui est très intéressant, comme vous allez le voir, on a des estimations pour 2015 qui sont relatives au lavage des mains et elles étaient disponibles pour 70 pays. Pardon, 70 à la française, pas la Suisse, 70 pays. Donc, pour 2 régions sur 8. Et la couverture des données régionales allait par exemple, en Afrique, de 15% à 76% dans d'autres régions et en Afrique du Nord. Ce qui était plus difficile, c'est il y avait pas mal de pays à revenus élevés où il y avait encore pas vraiment de données disponibles par rapport au lavage des mains. Et là, ce que vous pouvez voir sur la droite, c'est les estimations relatives par région et notamment par rapport au continent africain. Donc, comme vous pouvez le voir, en Afrique du Nord, il y avait plus de données disponibles que dans d'autres régions en Afrique. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, je pense que malgré le fait que énormément de données soient disponibles aujourd'hui et qu'on puisse produire des estimations au niveau mondial avec plus de 194 pays dans ce genre de rapports comme le JMP ou dans d'autres rapports comme le GLAS, c'est que de plus en plus de données deviennent disponibles. Mais il reste quand même des lacunes très importantes et puis des lacunes par rapport au suivi des objectifs au niveau national. Parce que là, on est en train de parler dans le cadre des ODD et du suivi par rapport aux ODD, mais il y a encore une lacune quand même assez grande par rapport au suivi au niveau national. Par rapport à la fin et l'objectif de la défécation à l'air libre, alors il y a pas mal de données disponibles par rapport à la défécation à l'air libre. Mais il y a un problème élémentaire et c'est le suivant. C'est que les définitions ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il y a vraiment une difficulté et une contrainte à pouvoir comparer ce genre de données. Donc, une différence de définition entre différents pays ne permet pas forcément de faire des comparaisons qui nous donnent des résultats qui soient convaincants. Par rapport à l'accès universel aux services de base,
énormément de pays disposent de données sur l'eau sur l'eau au niveau élémentaire et pour l'assainissement et l'eau potable, mais il reste quand même peu de données sur le lavage des mains avec du savon et de l'eau. Donc là aussi, on a aussi des lacunes par rapport à la disponibilité de ce genre de données. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des données très différentes et nouvelles par rapport à ce qu'on collectait pendant la période des OMD. Une autre chose qui peut être à soulever ici, c'est que il y a pas mal de données relatives à la couverture, par exemple, pour l'infrastructure, des infrastructures WASH, mais cela n'est pas synonyme de l'usage. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Par rapport au progrès en matière de services gérés en toute sécurité, comme j'ai pu vous le montrer avec les résultats dans les diapositives précédents, plus d'un tiers des pays disposent d'estimations relatives aux services gérés en toute sécurité. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on a quand même une base qui est là. Également, pas mal et la plupart des pays disposent de données sur le traitement des eaux usées. Ça, c'est aussi une excellente nouvelle et c'est vraiment des progrès par rapport à la disponibilité de données. Par contre, peu de pays disposent de données sur la qualité de l'eau, dans les régions notamment rurales. Donc là, c'est une chose d'avoir de l'eau, mais aussi faut-il que cette eau soit consommable, potable, et que ça ne génère pas des maladies diarrhéiques ou d'autres maladies qui puissent rendre cette eau impropre à la consommation. Et dernièrement, très peu de pays disposent de données sur le traitement des boues de vidange. Donc ça, c'est aussi une des grosses lacunes par rapport à ça. Par contre, alors juste pour peut-être finir sur l'aspect JMP, donc vraiment les résultats par rapport des résultats JMP Outcome, c'est que c'est vraiment la première évaluation globale et c'est l'évaluation la plus complète qu'on ait à ce jour, qui soit comparable au niveau mondial. L'autre chose que j'aimerais soulever ici, c'est que la base de données disponible par rapport au WASH au niveau mondial a doublé en taille depuis 2015. Et donc ça, c'est, je crois, un effort vraiment de toutes les parties prenantes au niveau national, au niveau sous-national, de venir ensemble et de partager les données et tous les partenaires. Et je crois que ça, c'est extrêmement important à souligner. Cela inclut plus de 232 pays, des zones et des territoires avec des estimations pour les services élémentaires. Et puis 70 pays avec des estimations, comme j'ai dit avant, pour l'hygiène, dont le lavage des mains. Alors, il y a des défis techniques importants et des lacunes majeures. Ah, est-ce qu'on devait passer à la dernière slide? Non, pas encore. Mais ce que j'aimerais juste terminer avant qu'on passe à la dernière slide, c'est de dire que on a, malgré les lacunes qu'on a, c'est la disponibilité des données et la base de données disponible à ce jour sur les outcomes, les résultats de WASH augmente et ça c'est extrêmement positif. Aussi les estimations régionales et mondiales, on couvre plus de 30% de la population. Et puis, par rapport aux nouveaux indicateurs qui sont dans les ODD par rapport à la gestion en toute sécurité pour l'eau potable, sont disponibles pour 4 régions sur 8 et pour l'assainissement pour 5 régions sur 8. Donc, sur ça, j'aimerais terminer sur une note positive, que vraiment au niveau du renforcement des systèmes de données, du suivi des données, cela avance et la qualité des données augmente peu à peu, donc c'est extrêmement positif. Donc sur cette dernière slide, c'est toutes les données qui ont été mises sur une plateforme et le site c'est washdata.org.
Et je vous invite tous à aller vous perdre et vous promener dans ce site qui est rempli de données qui, à la base, proviennent de chacun de vous, de tous les pays, et qui ont été analysées afin de les faire comparables. Je sais qu'il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais juste passer aux quelques diapos suivantes. Et là, j'aimerais juste vous parler un tout petit peu, donc comment est-ce qu'on explique ces résultats? Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ces différents résultats? Comment faire des progrès dans ces indicateurs et ces cibles et les objectifs? Donc, vraiment, l'objectif du GLAS, c'est de regarder l'environnement favorable. Et ce que j'aimerais juste faire un lien là, c'est avec ce que dans l'introduction de Balwant, on parlait notamment des building blocks, les dispositifs fondamentaux du secteur WASH. Et l'enquête GLAS, et comme certains d'entre vous le savent très bien, de certains pays qui ont participé à ce cycle GLAS, la collecte des données qui est faite au niveau national remplit à plus de 80% justement ces dispositifs fondamentaux. Donc, en donnant une analyse et un examen du secteur WASH. Pour revenir un tout petit peu à la base de données et la comparaison qui est possible pour cet environnement, donc vraiment pour tout ce qui est input, c'est les processus dans le secteur WASH, on a presque 80 pays qui ont participé dans ce cycle, et plus de 60 des pays qui ont participé ont indiqué que le gouvernement a mené une revue sectorielle conjointe au cours des 3 dernières années. Donc, c'est-à-dire entre 2014 et 2016. Et c'est ce que vous pouvez voir sur ce graphique. Il y a un certain nombre de pays, donc juste un peu plus de 30% qui ont indiqué qu'il n'y avait pas de revue conjointe sectorielle, mais qu'il y a quand même un certain nombre qui ont des revues. Certaines datent d'il y a pas mal de temps, mais je pense qu'on peut voir que le nombre de revues sectorielles conjointes augmente peu à peu. Bien que les analyses et évaluations du secteur commun soient l'occasion de discuter du financement WASH, par exemple, et ça c'est un des éléments qui est couvert par le GLAS, c'est le financement dans le secteur WASH, on a vu par rapport aux résultats du rapport GLAS que peu de pays ont explicitement mentionné le financement comme sujet abordé dans leur revue, ce qui est très intéressant. Et les raisons sont encore à explorer. Mais notamment, le Kenya et le Libéria ont noté que le financement WASH était spécifiquement couvert dans leur plus récente revue sectorielle conjointe. Et c'est un élément qui est clé par rapport à leur revue, donc au Kenya et au Libéria. Aussi, notamment, le Costa Rica et Madagascar ont noté que les examens du secteur, les revues de secteur conjointes avaient abouti, avaient résulté à des plans d'investissement. Et donc ça, c'est vraiment un des exemples pour vous montrer ce à quoi ces informations peuvent ensuite servir. Et également au Mozambique, une revue conjointe du secteur a suscité la nécessité de mobiliser des investissements pour étendre les systèmes WASH, qui connaissaient une demande croissante. Donc tout ça dans l'intérêt d'atteindre des résultats qui sont ensuite reflétés dans les analyses qui sont ensuite faites par le JMP. En passant à la prochaine diapo, donc de nouveau, on a collecté des informations par rapport aux revues sectorielles conjointes et partenaires du SOA, donc les pays partenaires. Et parmi les partenaires qui ont participé au cycle GLAS, 29 des 35 pays ont mené des revues sectorielles conjointes. Et 26 de ces 29 pays ont parlé d'actions prioritaires définies dans le processus de revue. Également, un autre point par rapport au rapport GLAS qui est sorti au mois d'avril et récemment, 27 des 35 pays ont mentionné l'existence d'un mécanisme formel pour coordonner l'action des différents ministères, les institutions et les organisations intervenant dans le WASH. Et on va maintenant passer à la dernière diapositive avant que je repasse la main. C'est par rapport à l'utilisation des données. Donc, est-ce que les données qui sont collectées sont utilisées pour
informer les décisions qui sont prises? Est-ce qu'elles sont utilisées pour prioriser l'allocation des ressources? Et donc, c'est vraiment ça qu'on voulait savoir. C'est une chose de collecter des données, mais est-ce que ces données sont ensuite utilisées? Et comment? Et pourquoi? Donc ça, pour moi, ce sont vraiment les questions fondamentales. Donc, d'après les résultats et les analyses qu'on a pu faire par rapport aux différents pays qui ont participé à ce dernier cycle glace, c'est que plus de 70%, 70% des pays ont indiqué que les données sont disponibles, analysées et utilisées. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et par contre, ce qui a été mis en avant, c'est que des fois, pas toutes les données sont utilisées pour prendre des décisions. Mais que dans la majorité des cas, celles qui sont disponibles, analysées et utilisées, ont été utilisées pour identifier les priorités, par exemple, de santé publique. Par exemple, pour la réduction des maladies liées au WASH. Et par exemple, pour les décisions concernant la réponse aux épidémies liées au WASH. Mais par rapport, d'une manière plus générale, on a eu des informations comme quoi la majorité des pays rapportent que les données collectées sont utilisées et que ce soit au sein d'une revue conjointe, sectorielle conjointe ou un autre processus au niveau pays, les données sont plus utilisées qu'on a pu voir dans le dernier rapport glace. Et vraiment, l'idée, c'est que des collectes de données et que les données soient utilisées pour la prise de décision, pour la priorisation et pour l'allocation des ressources. Donc voilà. Aussi également, j'ai mis dans le chat les messages, le lien vers le site qui vous permet d'accéder au dernier rapport GMP, au dernier rapport GLAS. Et j'encourage le Bénin qui a indiqué qu'il participera encore au cycle glace et nous les invitons vraiment à continuer le bon travail. Et à tous ceux qui ont participé et tous ceux qui souhaitent participer, vous êtes la bienvenue. Balwant ou Citali, je repasse la main vers vous et merci pour l'opportunité. Excellent. Merci Fiona. Et vous avez mentionné le Bénin, et ce qui fait une très belle transition vers la prochaine partie de notre webinaire. Ce sera une intervention de la part du Bénin. Je voulais juste remercier Fiona d'abord de nous avoir présenté ça. Et je pense que je rejoins tout le monde d'abord pour vous remercier, mais aussi on voit ici que beaucoup de pays font face aux mêmes problématiques dans les revues sectorielles conjointes qui sont les données. Donc la complétude des données, est-ce que la précision des données et ensuite l'utilisation des données. Donc ça, je pense que c'est un problème auquel font face la plupart des pays, sinon tous les pays du réseau. Et donc merci à Fiona de nous avoir illustré ça avec des exemples très concrets. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est juste avant de passer oui, juste une petite seconde. Oui, bonjour. Bonjour Alban. Avant de continuer, juste, je voulais vous dire, peut-être que nous allons laisser les questions et réponses pour la fin, qu'il s'agit de questions pour nous ou pour Fiona ou pour d'autres pays. Donc, juste une petite chose, si vous n'avez pas encore écrit vos noms et vos pays dans la fonction chat, merci bien de le faire. Et aussi, les slides qui sont présentés dans ce webinaire seront partagés avec vous, ainsi que l'enregistrement dans les plus brefs délais. Ok, maintenant je laisse la parole à nos collègues du Bénin, qui vont nous parler de ce qui se passe au niveau des pays en matière de systèmes et de processus d'évaluation des ODD. Donc le Bénin, oui, je vous entends, moi. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, oui. Vous entend ici. Ok, très bien. Allez-y, du coup, Bénin. On a repris un peu le slide, la forme, tout ça. Est-ce qu'on peut l'introduire à partir d'ici? Vous nous permettez? Non, en fait, je pense que ça va être
Ça va être un peu compliqué de vous faire ça, mais je pense que le problème, il n'est que sur le slide de titre, en fait. Ok, donc à partir du prochain slide, donc continuez, allez-y, je vous laisse la parole. Ok. Oui, on m'appelle Pi Divor. Je suis au ministère de la Santé, à la Direction nationale de la santé publique, et je suis responsable de tout ce qui est assainissement, étant responsable de la division assainissement de base dans la direction. Je signale aussi que je suis membre du comité directeur du SOA. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous aujourd'hui tout ce que nous faisons au Bénin concernant les processus et systèmes de suivi et évaluation. J'espère que vous m'écoutez, vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien, allez-y. Ok, d'accord. Le PowerPoint ne s'affiche pas. On ne voit pas la présentation. De notre côté, il s'affiche. Oui, si, de notre côté, il s'affiche sur nos écrans, en fait. Ah, nous, on ne voit pas ça ici. Bon. Ça vient. Ah, est-ce que vous les avez sur un ordinateur à vous? Ça dit loading, là. Ça charge. Ça charge, en fait. C'est bon. Oui, c'est bon, non, mais... Non, c'est bon. Donc, pour commencer, nous allons dire tout simplement que, aussi bien au niveau du secteur de l'eau que de l'hygiène et de l'assainissement de base, que nous appelons AIPHA, qu'il existe un système de suivi et d'évaluation, même si ce système n'est pas performant, même si ça pose des problèmes. Et dans le slide qui suit, on va essayer de décrire un peu comment ça se passe. Donc, on peut aller au second slide. C'est bon, on doit être sur le bon slide là. Le next. Oui, yes, on est déjà sur le prochain, on est sur la partie, le slide qui parle de la décentralisation. Ok, merci. Donc, concernant le mécanisme de centralisation des données, il faut rappeler qu'au Bénin, nous vivons dans un temps la décentralisation et les communes au niveau décentralisé constituent un moyen important quand même de tout ce que nous faisons dans le cadre de cette évaluation. Donc, le premier chaînon, c'est le niveau communal, qui représente le niveau décentralisé, où se passe tout le processus de collecte des données, de mise à jour de la base de données intégrée au niveau communal. Le second niveau qui suit, c'est le niveau déconcentré, où les ministères sectoriels ont des services qui travaillent avec les communes. Donc, on a 12 départements dans le pays. Donc, tous ces départements sont pourvus de services déconcentrés, aussi bien au niveau du secteur de l'eau que de l'assainissement. Et ces services assurent l'assurance qualité en fait des données qui sont envoyées au niveau des communes. Et puis essaient de les consolider. Ces services aussi travaillent sur les différents rapports qui sont envoyés au niveau des communes et essaient de consolider aussi leurs différents rapports d'activité qui sont ensuite envoyés au niveau central. Le niveau central, en fait, c'est le dernier maillon qui s'occupe de l'administration de la base de données. Donc, toutes les données sont consolidées dans la BDI et vérifiées avant l'exploitation des données par ailleurs. On peut aller au second slide. Au prochain. On est au prochain. Au prochain. On est au prochain. Ok. Donc, après tout ce travail qui se fait aussi bien au niveau du secteur de l'eau que de l'assainissement de base, de collecte de données depuis le niveau communal jusqu'au niveau central, les processus de concertation, de collaboration, de suivi que nous avons, que vous avez évoqué par ailleurs tout à l'heure, la première, c'est la revue sectorielle. Il faut avouer quand même qu'au Bénin, beaucoup d'efforts sont faits par les partenaires pour que chaque année, le gouvernement mette l'accent sur la programmation de la revue sectorielle. Et il y a un grand travail de préparation en amont. On fait des pré-revues
où les partenaires sont là, tous les intervenants principaux sont là, toutes les parties prenantes sont là, la société civile est là, où on fait un travail de fourmi avant de passer à la programmation de la revue proprement dite. Le groupe sectoriel aussi, c'est aussi un instrument de concertation et de coordination. Le groupe sectoriel, ça rassemble aussi la plupart des parties prenantes, le gouvernement, les PTF, la société civile, où on essaie de débattre tous les 3 mois pour faire le point de la réalisation des activités, le suivi de la mise en œuvre des recommandations, des aides mémoire, des revues sectorielles. Les aides mémoire, c'est quoi? Les aides mémoire, c'est... on prend les principales recommandations des revues sectorielles, les partenaires obligent le gouvernement à acter ça avec leur signature pour montrer que les conclusions, les recommandations des revues sont importantes et par ailleurs, les recommandations, on doit travailler sur ces recommandations et chercher des solutions. C'est pas qu'on va finir les revues sectorielles, faire des recommandations et ces recommandations vont nous rattraper à la prochaine revue. Donc, les recommandations constituent d'ailleurs le clou des revues sectorielles parce qu'on en discute beaucoup au fil du temps. On a amélioré les formats et des recommandations pour que ces recommandations soient smart. Donc, de plus en plus, maintenant, nos recommandations des revues sont smart et sont mieux suivies. Après, il y a des réunions trimestrielles qui se mènent au niveau des ministères sectoriels. Et à la revue trimestrielle, au niveau des ministères sectoriels. Et les audits aussi. On a la chance aussi de suivre des fois des audits externes de nos partenaires pour améliorer ce système de suivi et évaluation. Et toutes ces informations sont versées au niveau des ministères pour améliorer les systèmes existants. Next. Yeah. Ok, on est déjà au next. Allez-y. Oh, next, ok, merci. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système d'évaluation qui existe aussi bien au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement reste à performer. La preuve, nous avons beaucoup de difficultés pour remonter les données. Il y a plein de problèmes avec certains partenaires. Les outils de collecte ne sont pas les mêmes parce que certains partenaires disent que leurs outils de collecte. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Donc, finalement, on n'a pas les données à temps. Les données difficiles à mettre ensemble et à exploiter. Et du coup, on se réfère aux grandes enquêtes qui se réalisent dans le pays par l'institut que nous avons qui s'appelle NISAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, qui fait souvent les grosses enquêtes. Et c'est sur ces enquêtes que nous basons souvent, soit tous les acteurs du secteur de l'eau, majoritairement on utilise ces enquêtes, même au niveau de l'assainissement, c'est ces enquêtes qu'on utilise. Et on a l'EDS, enquête démographique de santé, qui est très bien utilisée, qui est une enquête qui se fait au niveau des ménages, bien documentée. Le recensement général de la population de l'habitat, le dernier a été fait en 2013. Ces enquêtes fournissent des données précises sur le watch. Nous avons l'analyse, comment on appelle-t-on, l'analyse globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire. C'est une enquête qui couvre toutes les communes qui sont, tous les indicateurs sur la vulnérabilité et au niveau de ces communes. Et cette enquête aussi aborde le secteur watch. Nous avons le mix on n'en parle plus depuis les années 90, soutenu financièrement par l'UNICEF et soutenu techniquement par l'UNICEF et financé par la BIT. Le MIC fournit des données appréciables sur l'hygiène et l'assainissement. Nous avons aussi des MICOV, enquête modulaire intégrée sur la couverture des ménages, qui donne des données détaillées. Souvent, au cours des revues, on a des débats qui tournent en boucle à propos des données que nous présentons. Les données nationales que nous présentons, les partenaires ne sont pas souvent d'accord. La plupart des cas, c'est ces grandes enquêtes-là qui nous départagent. Hein? Bon, on n'a pas signalé dans ce tableau ici les enquêtes GMP que nous exploitons aussi. On peut passer au next. Le next. Ok, on est au next. Le next. Donc, par rapport aux ODD, il faut savoir que le pays travaille pour améliorer l'histoire de renforcer le système existant. Car nous sommes conscients que ce système n'est pas performant. Ça ne permet pas de renseigner les indicateurs à temps. Ça, nous savons, on dit ça tout le temps.
On attend souvent les grosses enquêtes, comme énuméré dans le slide précédent. Donc, les réflexions sont en cours. Et on va partager ça ensemble. Le slide qui suit. Ça y est. OK. Donc, les difficultés dans la mise en place et du genre de système, il n'existe pas de... par rapport au système que nous avons actuellement au niveau du secteur de l'assainissement, il y a un travail qui a été fait et on a fait un diagnostic approfondi, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais je peux déjà donner les grosses difficultés rencontrées dans l'emploi de l'utilisation de ces systèmes, c'est l'inexistence de manuel ou plan national de suivi et évaluation. Il n'en existe pas. Là où ça existe, c'est à revoir complètement. Je sais que mes collègues de l'eau ont un manuel, mais ce manuel, on a travaillé là-dessus, ils savent que c'est à reformater. Le gros problème, c'est le manque d'insuffisance de ressources, que ce soit financières, techniques et humaines qualifiées, pour gérer tout le système de suivi et évaluation, le manque de ressources. Nos administrations souffrent beaucoup au niveau du système de suivi et évaluation parce que ce n'est pas souvent une priorité. Ce n'est pas une priorité pour les ministères sectoriels. Surtout, nous, on en souffre beaucoup au niveau du ministère de la Santé. L'inexistence d'un programme de recherche et d'évaluation dans le domaine de l'eau. On n'a pas un programme qui est dédié, qui doit faire des recherches spécifiques pour nous permettre de trouver des solutions sur des blocages. Les difficultés de la modernisation des outils de suivi. Je l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs partenaires. Des fois, ces partenaires, pour renseigner nos bases, ils n'utilisent pas souvent nos outils. Ils nous imposent des fois leurs outils. Donc, ça nous crée aussi des difficultés, malgré toutes les relances qu'on fait chaque année pour harmoniser les outils. Le next. OK, on y est. OK, donc pour régler cette difficulté de Bénin, c'est un mariage administratif de l'élaboration d'un programme d'amélioration des systèmes nationaux et locaux de suivi et évaluation dans le secteur de l'eau. C'est un programme qui prend en compte 9 pays de la région. En fait, le Bénin ne faisait pas partie de ce programme. On s'est amarré à ça en début d'année. On avait une réunion à Moronvia où on a fait un plaidoyer pour que le Bénin soit pris en compte. Le Bénin a été pris en compte. Et du coup, on a commencé par travailler, que ce soit les collègues du secteur de l'eau, que ce soit de l'assainissement, avec l'UNICEF, avec l'IRC qui appuie techniquement ce travail. Et d'ores et déjà, un diagnostic approfondi a été réalisé et validé par tous les acteurs. Ce diagnostic a fait ressortir les problèmes principaux qui ont été évoqués dans le stade précédent. Et bientôt, on va faire le plan d'action. Mais nous, comme on a déjà travaillé un peu sur le dossier, on peut déjà donner une idée des grands axes qui vont faire le lead de ce plan d'action. C'est la dynamisation du mécanisme de collecte et de remontée des données qui a été indexé dans le diagnostic. On va faire l'actualisation du tableau de bord des indicateurs en vue d'une prise en compte des indicateurs ODD. On doit élaborer un plan de suivi et évaluation de l'eau et de l'hygiène au Bénin. Ce qu'on n'a pas, on a fait la mise en place d'un plan de renforcement, qu'est-ce qu'on a dit? D'un plan de renforcement des capacités de tous les acteurs qui sont dans le suivi évaluation. Donc, c'est les grands axes qu'on est en train de cogiter. Tout ça, ça va être discuté avec l'équipe qui travaille parce que c'est un travail qui va être fait avec toutes les parties prenantes, comme ça a commencé. Le next. Ça y est, on y est. Bon, quelle solution le pays a-t-il essayé pour résoudre ces difficultés? Comparativement au le secteur AGM constitue souvent le parent pauvre. Il faut signaler que les ressources financières mises à la disposition du sous-secteur achat n'est pas important. Il y a une manque de population carrément. Je peux vous dire, de 1990 à 2015, le taux de couverture d'enseignement a augmenté de 13%. C'est-à-dire en 1990, on était à 7%, si on voit les données GMP. En 2015, on était à 20%, donc 13%. Sur 25 ans, disons, on a en réalité autour de 0,5% d'augmentation par an.
Et avec cette augmentation, ce qu'on avait fait au niveau des estimations qu'on avait faites au niveau des OMD, on devait être à 53% en 2015 pour les OMD, et ce qui n'a pas été le cas. Donc, on est complètement en arrière. Alors que le secteur eau a atteint les OMD. Donc, actuellement, c'est pour nous, parce que le secteur eau est beaucoup plus chéri dans notre pays, au contraire du secteur de l'assainissement, alors que les défis sont immenses. Bon, évidemment, on est en train de travailler là-dessus, avec tout le financement que les partenaires mettent dans la FIPIX actuellement pour booster un peu les indicateurs. On est en train d'espérer quand même que les données évoluent. On a avec nous ici MCDI qui intervient dans le Nord, qui a pris MCDI et G7 qui sont dans beaucoup de départements. Le ministère nous appuie dans le jour et dans la Liborie. Donc, de plus en plus, des efforts sont mis. Mais ces efforts ne sont pas à la hauteur des objectifs de couverture que nous souhaitons, sur lesquels nous avons travaillé dans la perche du Bénin pour la réunion de haut niveau à Washington. Actuellement, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que les engagements de la réunion de haut niveau puissent être pris en compte par le gouvernement. On est en train de travailler avec le cabinet du ministère de la Santé, qui est le ministère de tutelle de l'assainissement de base, pour qu'une communication soit passée au niveau du Conseil des ministres pour sensibiliser notre président par rapport à la chose de l'assainissement. Le slide qui suit, s'il vous plaît. Ok, on y est. Bon, néanmoins, malgré tout ça, problème quand même, le pays fait des efforts, il faut le reconnaître. Par rapport aux indicateurs d'hygiène d'assainissement de base, nous avons innové. Au ministère de la Santé, nous avons une plateforme qu'on appelle Système national d'information de gestion sanitaire, qui ressort tous les indicateurs de santé au niveau de tout le pays. Ce système fonctionne un peu comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau de la remontée des données quittent le niveau communal, avec les arrondissements, les centres de santé qui intègrent toutes les données et qui remontent au niveau national. Nous voulons exploiter ce système pour tout au moins renseigner à temps les indicateurs liés à la fin de la défécation à l'air libre et aussi les indicateurs liés à la qualité de l'eau. C'est un système qui est fonctionnel depuis un bon moment et qui ne pose pas de problème. Le travail a été fait et ce travail a été accepté. Bientôt, on aura nos données chaque fin d'année publiées dans la revue du SNIF qui sort chaque fin d'année et qui renseigne l'année N-1. La seconde avancée, c'est par rapport à la qualité de l'eau. Par rapport à la qualité de l'eau, le gouvernement fait beaucoup d'efforts en ce sens que depuis déjà 2012, après une enquête réalisée par nos partenaires, l'ambassade d'Allemagne plus l'ambassade des Pays-Bas sur la qualité de l'eau, on a ressorti le fait que beaucoup d'efforts ont été faits pour donner de l'eau potable à la population, mais quand on fait les analyses de la qualité de l'eau, ça pose problème. Donc du coup, on travaille pour donner de l'eau, mais la population ne voit pas de l'eau potable. Donc du coup, on a adopté une stratégie de suivant de la qualité de l'eau en 2012, et cette stratégie a déjà été est déjà en œuvre depuis ce temps. Le slide qui suit. Donc, cette stratégie, c'est une description rapide que je vais faire, je ne vais pas passer du temps là-dessus. En fait, ça permet de faire l'autosurveillance, la surveillance, et par ailleurs la promotion de l'hygiène de l'assainissement. En fait, l'autosurveillance, c'est que les producteurs et les distributeurs d'eau ont l'obligation de faire un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Le gouvernement doit surveiller. Pour surveiller, le gouvernement fait un programme de surveillance de la qualité de l'eau. Nous avons actuellement un programme de surveillance de la qualité de l'eau triennal qui permet de couvrir toutes les infrastructures d'eau, que ce soit les AEV, que ce soit le poste d'eau autonome, que ce soit les forages manuels, tout ce qui est point d'eau dans le pays, on fait des échantillonnage, on couvre tout ça. Et l'autorité fait des audits ponctuels, fait des analyses ponctuelles pour vérifier est-ce que cette eau concerne la population, c'est une eau de bonne qualité. Maintenant, le troisième volet, c'est la promotion de l'hygiène au niveau des ménages, la sensibilisation pour exploiter les données de ce travail-là. Maintenant, le cas des résultats.
C'est pas compliqué. On a dans les départements, des unités départementales de contrôle de la qualité de l'eau, des petits laboratoires qui permettent d'aller faire les analyses dans les champs, dans les ménages. Et ces données sont envoyées au niveau du laboratoire national où aussi il faut une sorte de consolidation assurance qualité. Et toutes ces données sont publiées au cours des revues. Au cours de la revue, nous avons essayé de séparer le rapport de BPO, on appelle le rapport BPO, du budget programme qu'on fait chaque année, du rapport qualité eau. Donc, on fait un rapport qualité eau annuellement pour présenter sur tous les problèmes qui se posent par rapport à la qualité de l'eau. Bon, je vais parler du BPO. Le BPO, c'est le budget programme objectif. Ça permet d'avoir une programmation ascendante à partir des communes, à partir de la base. On travaille avec les communes pour collecter toutes les données qui sont disponibles à leur niveau et par rapport à nos objectifs de couverture d'assainissement et par rapport aux moyens qu'ils disposent, on essaie de construire une programmation pour que ces communes aient une programmation qui rentre dans le système national. Les programmations des communes sont au niveau départemental, plutôt les départements consolident ça et on envoie ça au niveau national. Et on a un BPO national. Le BPO, ça permet comme je l'ai dit, programmation ascendante à partir des communes. Ça nous permet, comment appelle-t-on, le BPO d'avoir programmation ascendante. Ça nous permet, qu'est-ce que j'allais dire maintenant, de faire l'analyse des besoins du secteur. Ça nous permet de faire l'analyse des besoins du secteur et d'avoir un plan de financement à moyen terme. Le plan de financement à moyen terme, c'est souvent, le PPE, c'est souvent 3 ans, avec 3 ans, généralement. Les problèmes difficultés rencontrés, bon, les difficultés qui concernent les ressources allouées à la mise en œuvre de cette activité, l'accès difficile à certains ouvrages, la mise à l'échelle du monitoring de la qualité de l'eau, des perspectives, on veut mettre à l'échelle dans tout le pays, et la mise à l'échelle de l'élaboration et de la mise en œuvre des PGSSE, plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Concernant ce volet, la mise à l'échelle du PGSSE, le gouvernement a pris ça à bras le corps. Le nouveau projet phare du gouvernement qui est consacré à l'amélioration, à la position en milieu rural, dans lequel je suis d'ailleurs point focal. On a plusieurs activités dans ce sens qui va permettre de couvrir plusieurs communes en matière de mise à disposition de PGSE. Mais ces PGSE vont toucher majoritairement les AEV. Et Dieu sait qu'on a beaucoup d'AEV dans le pays. On a plus de 600 AEV dans le pays. Donc c'est un travail qui nous attend sur 6 ans. Le slide qui suit. En fait, je suis désolé, Pijivo, mais on a un problème technique de passation des slides. Est-ce que vous les voyez sur l'écran? Parce que les slides ont disparu. Et c'est peut-être un moment pour moi aussi de vous demander de rapidement conclure votre présentation. Comme ça, on aura le temps, avant que nos collègues partent, on aura le temps pour des questions et des discussions. Oui, la conclusion. S'il vous plaît. La conclusion, c'est, je ne vais pas parler de conclusion, je vais parler des questions ouvertes qui vont être discutées tout à l'heure. Oui, c'est par rapport au manque de je vais parler des manques de priorisation des questions relatives à l'hygiène et à l'assainissement de base. Comment y remédier? Comment les autres pays s'y prennent-ils? Pour justifier, je vais dire qu'on a une agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural qui a été créée par le gouvernement pour accélérer l'exécution des projets identifiés et atteindre les ODD en 2021, c'est-à-dire 9 ans avant les ODD, avec un budget conséquent. Cette agence intègre tous les projets phares en matière d'AEP. Au même moment, pas grand-chose concernant le volet assainissement de base et hygiène. Donc c'est une préoccupation pour nous. Donc on peut partager par rapport à ça. Merci beaucoup pour l'opportunité de partager l'expérience du Bénin avec tous les partenaires et toute l'équipe d'histoire et tous les collègues des autres pays. On a fini. Superbe. Merci beaucoup. Je vais reprendre la parole un tout petit peu pour remercier Monsieur Jivo.
et toute son équipe de cette présentation assez détaillée. J'ai noté deux, trois petites choses que je voudrais souligner. La première, c'est le travail de fourmi que vous avez mentionné et l'importance de ce travail de fourmi dans toutes les revues. Alors, on ne peut pas surestimer l'importance de ce travail. La deuxième chose, vous avez parlé d'une collaboration régionale qui implique 9 pays et auxquels vous vous êtes amarrés. Donc là, c'est encore une autre chose. C'est que je pense qu'il y a pas mal de pays qui font face à des problématiques communes. Et donc l'intérêt de les mettre en réseau, de faire partager les apprentissages. Et la troisième chose que j'avais notée, c'est un des grands problèmes que vous avez signalé, c'est le manque de priorité politique qui est donné au secteur. Alors, vous, comme nous nous efforçons de tout notre possible d'augmenter cette priorité. Et c'est la raison d'être même du SWA. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Il y a eu pas mal d'échanges autour de la fonction chat de ce webinaire, et je vais peut-être pas reprendre tous les points fins de ces questions, mais d'abord, est-ce que nous avons des questions pour Fiona, pour Madame Fiona Gore qui nous a présenté. Fiona, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Hello. Hello. Très bien, merci. Yes, ok. Est-ce que nous avons des questions pour Madame Fiona sur ce qu'elle a présenté, elle? Moi, j'ai une question. Allô? Oui, allez-y. Oui, c'est Mugabe, hein, de Burkina. Merci, Madame Fiona, de présenter. La question qui se pose actuellement avec donc, les données, ce qui est disponible au pays, au niveau des pays ou pas, et comparé à la question de priorité au niveau des pays. En termes de nouveaux indicateurs sur le Safe Manage, par exemple, quand on regarde le rapport publié, il y a peu d'informations au niveau de beaucoup de pays en termes de disponibilité. Qu'est-ce qui est fait spécifiquement pour appuyer les pays qui veulent vraiment fournir ces données-là, mais qui ne peuvent pas, et ceux qui ne voient pas encore qu'à leur niveau, ils peuvent contribuer ou bien avoir la disponibilité des informations au niveau du Safe Manage. Est-ce qu'ils vont continuer à être rapportés comme non disponibles ou bien clairement spécifiés comme ce n'est pas encore leur priorité et que à leur niveau, les objectifs sont par exemple au niveau de Basic to All? J'ai pas entendu tout parce que le son était pas très très bon, mais d'après ce que j'ai compris par rapport à la question du collègue du Burkina, et Balouane, corrige-moi si j'ai pas bien compris la question, mais c'est par rapport au renforcement des capacités au niveau national, et puis par rapport à l'analyse, la disponibilité des données, et si il allait avoir comment renforcer toute cette partie. Ce que je dirais, c'est que plus les données au niveau national qui viennent du bureau de statistique, qui viennent des différentes entités, du ministère de la Santé, du ministère de l'eau, etc., plus on a de données, moins il y a un besoin par le JMP de faire des analyses pour développer ensuite des estimations qui prennent en compte certains critères et des statistiques assez compliquées. Balouane, je suis pas sûre d'avoir très très bien compris la question à cause du son. Est-ce que tu es... Si tu m'entends mieux, je peux reprendre. Hein? Ah oui, le son est pas super. Parlez fort. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Fiona, moi je t'entends. Est-ce que tu m'entends mieux? Pas très très bien, c'est ça le problème. Donc je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que j'ai commencé à répondre ou est-ce que tu peux répéter?
Bon, si tu m'entends pas mieux, bon, on laisse l'intermédiaire. Ah là, non, mais là, ouais. Non, mais là, ça va mieux tout à coup. Ok. Non, je disais simplement parce que par rapport aux indicateurs, on sait que pour le Safely Managed, et si on prend le rapport GMP, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas fourni ces informations-là, c'est 0,0 ou bien un trait devant les indicateurs. Il y a deux problèmes qui se posent. Il y a soit que ces pays-là ont les informations mais ne peuvent pas les collecter, ou bien pensent qu'ils ne sont pas capables ou bien à mesure de répondre ou bien de collecter les informations sur le Safely Managed considérant leurs priorités et leur spécifique contexte. Donc, qu'est-ce qui est globalement fait pour soit aider ceux qui veulent le faire et qui n'ont pas la capacité de le faire, et qu'est-ce qui est aussi fait pour clairement mentionner qu'il y a tel pays qui ne voit pas la nécessité de rapporter déjà against the Safely Managed. Ok. Donc ça, c'est une question, on pourrait avoir tout un webinaire sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est extrêmement important et très, très intéressant. Alors je vais essayer de peut-être prendre ces différents points un à un. Je pense que effectivement, quand on regarde les indicateurs ambitieux qui ont été mis en place par rapport aux ODD, effectivement, il y a énormément de pays qui sont pas capables, que ce soit parce que les données sont pas, premièrement, disponibles, ou deuxièmement, parce qu'il n'y a pas forcément voilà, des incentives, des motivations pour la possibilité de rapporter ces données au niveau global. Alors après, je pense qu'il faut peut-être qu'on sépare, je vais revenir un tout petit peu quelque part en arrière. Je crois que il faut remettre les ODD dans leur contexte. Les ODD ont vraiment essayé et ont pris en compte les avis de tous les pays concernés, ce qui n'était pas forcément le cas pendant les OMD. Et puis donc, c'est vrai que les cibles et les indicateurs par rapport aux ODD sont très ambitieux. Et que certains pays ne sont pas dans une possibilité de pouvoir mettre des cibles aussi ambitieuses. Et moi, là, je dirais, c'est que ce qu'on préconise, c'est au niveau de l'OMS et de l'UNICEF, c'est qu'il faut que ces indicateurs soient des inspirations pour le target setting, par rapport à vos politiques et vos stratégies nationales, de mettre en place des indicateurs et des cibles, des objectifs qui soient réalistes, qui prennent en compte ces différents aspects, parce que c'est un peu l'idéal ce qui est dans l'ODD. Et c'est vrai que je pense qu'il faut ensuite renforcer les systèmes et construire, pas essayer tout de suite d'avoir ce genre d'indicateurs. Et ça, c'est vraiment aussi la raison pour laquelle le rapport GMP rapporte sur tous les différents échelons. Pas juste sur l'ODD lui-même qui est de la gestion en toute sécurité. Et de rester, de continuer à donner des informations parce qu'on a quand même toute une partie un segment de la population qui n'a même pas accès à des services élémentaires. Donc je crois que c'est ça la clé du GMP, c'est de continuer au niveau national de renforcer, de mettre des cibles qui soient réalistes en prenant les ODD comme des indicateurs et que ce soit quelque chose d'inspirant, mais qu'il faut continuer, il faut pas essayer d'attendre quelque chose qui soit inachevable. Pas à 2030. Je crois qu'il faut y aller petit à petit. Et je crois que ça a été mentionné dans plusieurs forums par rapport aux ODD. Et ensuite, par rapport au renforcement des capacités, là, je pense que vous êtes dans la bonne plateforme par rapport aux partenaires, avec l'UNICEF, avec l'OMS, avec le SWA. Et là, je relance votre question vers Balwan, parce qu'effectivement, il y a une envie, il y a des moyens pour justement aider les pays à renforcer leur système de données et à
pouvoir rapporter et à créer une motivation pour pouvoir rapporter. Et je crois que tous les différents éléments dont on a parlé aujourd'hui reviennent à ça, que ce soit par rapport, le Burkina a participé au GLAS, le Burkina a terminé le développement des comptes WASH à travers l'initiative TRACFIN, et ça c'est vraiment du soutien auquel on peut apporter des capacités, des méthodologies pour vous aider à améliorer les données, que ce soit le TRACFIN, que ce soit d'autres initiatives qui viennent d'autres partenaires. Et puis, ce que j'ai pu entendre, c'est que le Burkina Faso est très enthousiaste à recommencer un deuxième cycle de TRACFIN, qui est vraiment de regarder le suivi du financement au niveau WASH, pour développer justement ces comptes des comptes WASH, afin de les insérer dans les processus nationaux. Donc, si je puis me permettre, je pense que ça c'est aussi un moyen qu'on peut vous donner pour vous aider à continuellement améliorer vos données, la qualité de vos données et l'utilisation de ces données pour l'aide à la décision, qui ultimement va aider à vous faire progresser par rapport aux ODD. Voilà, pardon, ma réponse était très très longue, pardon. Est-ce que quelqu'un est encore là? Alors, Suzanne... Oui. Fiona, excusez-moi, rassurez-vous, nous avons encore 23 connexions qui sont en ligne. Ah, d'accord. Oui. Il y a des personnes qui sont là, mais merci de la réponse que vous avez donnée. Elle était encyclopédique, mais la question méritait une telle réponse de toute manière. Donc, merci beaucoup. Alors, il y avait pas mal de questions d'ordre qui parlaient des détails de la présentation de M. Djivo du Bénin. Est-ce que pour Fiona, on a d'autres questions? Est-ce que pour Mme Gore, on a d'autres questions? Sinon, oui, moi, j'en aurais une. J'ai vu une question de Suzanne pour Fiona dans le chat box. Et elle dit, oui. Peut-on avoir des informations sur les initiatives de AMCAO relatives au suivi des données WASH en vue des ODD? Alors, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec Nelson par rapport à l'alignement et l'harmonisation du rapportage afin de réduire la charge de rapportage et la collecte des données. C'est une initiative qu'on continue. On travaille conjointement avec l'AMCAO et le système au niveau régional, et de rassembler, que ce soit les personnes qui sont responsables de faire le rapportage au niveau du suivi et de l'évaluation au niveau de AMCAO, et de les amener ensemble avec les différentes parties prenantes pour justement harmoniser et aligner cette collecte pour éviter qu'on ait des différentes données. Dans l'idéal, Suzanne, ce qu'on aimerait, c'est que une personne soit responsable au niveau national de la plateforme au niveau national de rapporter un indicateur et un résultat pour les indicateurs au niveau régional par rapport à AMCAO et au WASMO, et ensuite que nous puissions venir récolter ces données sans devoir venir au niveau national. Donc ce serait vraiment, dans une situation idéale, c'est qu'il y ait un tel renforcement au niveau national du système de données qui ensuite sont rapportés au niveau régional, qu'au niveau global, nous, on puisse utiliser ces données qui seraient disponibles en ligne et qui viennent directement des pays. Voilà. Belwan, tu avais une question? Oui, si vous permettez, Fiona. Alors, vous avez parlé beaucoup de données et des lacunes dans les données. Alors, est-ce que vous aurez une ou deux recommandations pour les pays? Qu'est-ce que les pays pourraient faire concrètement pour pallier à ces lacunes? Parce que je pense que ces lacunes existent dans beaucoup de pays, sinon dans tous les pays. Et qu'est-ce que les pays pourraient faire pour justement pallier à ces lacunes? Alors, je pense que par exemple, et là je vais vous donner un exemple très concret. Exact. Voilà. Donc par exemple au Kenya,
nous avons adapté l'enquête glace pour pallier justement à ces, entre guillemets, nouvelles données qui sont requises. On essaye de faire le suivi de l'ODD6 de manière intégrée. C'est beaucoup plus ambitieux. On regarde l'eau, on regarde l'assainissement, on regarde l'hygiène, on regarde le financement par rapport aux means of implementation, donc tout ce qui est dont s'occupe glace, donc l'environnement favorable, mais on a aussi les ressources en eau, la gestion des ressources en eau, et donc quand on couvre tout l'ODD6, ça fait beaucoup d'informations. Donc, par exemple, l'enquête glace, pour essayer de pallier justement à ce genre de nouvelles informations qui sont nécessaires ou requises par rapport au suivi et au rapportage pour les ODD6, l'enquête glace a été adaptée pour récolter ce nouveau type de données. Ça inclut des nouvelles données par rapport à tout ce qui est régulation, tout ce qui est fecal sludge management, la gestion des eaux boueuses. Je suis désolée si au niveau français c'est pas tout à fait ça, mais j'espère que tout le monde me comprend. Et donc, ça a eu un effet dans certains pays d'alerter les instances qui s'occupent de suivi et l'évaluation, de se dire ah voilà, ça c'est le genre de données qu'il faudrait qu'on commence à récolter de manière régulière. Alors, certains pays se sont rendus compte que certaines données par rapport à la régulation, ils n'en avaient pas. Qu'ils n'avaient pas d'informations par rapport à l'hygiène, ou vous n'avez pas certaines informations par rapport au financement WASH. Et c'est là c'est ce qui a généré justement cette envie d'approfondir. Et de certains pays de prendre la méthodologie TRACFIN et de la mettre en œuvre, notamment au Burkina, au Mali, on a le Sénégal et d'autres pays en Afrique et ailleurs qui mettent ça en œuvre afin d'améliorer leurs données. Et il y a du soutien disponible pour mettre en œuvre ces études qui prennent quand même 6 à 7 mois, mais qui permettent de renforcer la base de données qui est ensuite nécessaire afin de faciliter le rapportage au niveau régional ainsi que global. Alors pour revenir au Kenya, dans le dernier cycle, l'influence que la récolte des données glaces ont eu ont fait que le Kenya a modifié et a redéfini les indicateurs WASH qu'ils utilisaient. Et juste pour donner un autre exemple, c'est que très souvent, on se focalise beaucoup sur la partie résultat du suivi, dont le GMP. Mais on a tendance à pas forcément régulièrement collecter des données par rapport à tout ce qui est financement, qu'est-ce qui est institution, mécanisme de coordination par rapport au suivi, est-ce qu'on a des collectes de données et les indicateurs qui sont dans cette collecte de données. Donc, je pense que c'est par rapport à ça que les pays peuvent commencer à réagir par rapport aux besoins et d'institutionnaliser, j'ai réussi à le dire, certaines approches par rapport à leur revue sectorielle, à leur processus de revue au niveau pays. Donc voilà, j'arrête là. J'espère que ça répond à la question. Super. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les bienfaits que le reporting régional ou GLAS peut avoir dans les systèmes d'information nationaux, que les pays se rendent compte des lacunes qui existent et travaillent pour y pallier. Excellent. Merci beaucoup. Donc moi ça a très bien répondu à ma question. Alors maintenant je vais laisser. Nous sommes à 1h22 dans le webinaire. Je laisse encore quelques minutes pour s'il y a des questions éventuelles encore. Sachant que dans l'intérêt du temps, on ne va pas parler des questions de détail qui ont été posées et auxquelles on a déjà répondu dans la fonction chat pour la plupart. Donc est-ce qu'il y a des questions pour nous, pour l'équipe béninoise ou pour Madame Fiona Gore? Merci de vous manifester. S'il y a des questions, nous devions avoir une intervention du Sénégal aussi, mais je pense que déjà il n'y a plus de temps pour faire cette intervention. Et puis l'illustration par le Bénin et les questions et réponses ont été très enrichissantes. Donc voilà. S'il y a des questions, allons-y. Sinon, je vais conclure
ce webinaire avec quelques recommandations générales qui sont sorties de tout un tas de réflexions sur le secteur. Aussi que vous sachiez, les présentations, l'enregistrement et un résumé du séminaire seront partagés dans les plus brefs délais. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais juste terminer ce webinaire d'abord avec quelques recommandations générales. Donc, on les voit sur le slide qui est ici présenté. Alors, ce sont des recommandations. Je ne vais pas les lire les 10, mais de toute manière, il faut que nous sachions que ces revues sectorielles conjointes sont aussi bien techniques que sociales et peuvent être des moyens pour toutes les parties prenantes du secteur de collaborer dans le secteur. Et elles doivent mettre l'accent sur l'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage non seulement des données et des informations concrètes et immédiates, mais aussi sur ce qu'il faut faire de ces informations-là et comment les traduire dans des actions. Ensuite, il faut encourager une discussion ouverte impliquant toutes les parties prenantes. Et ce que nous a dit M. Djivo de Bénin, ça illustre très bien parce qu'il nous a dit que dans le processus de reporting, il y a eu, qui a été mené par le gouvernement, il y a eu plusieurs ministères, ensuite il y a eu toutes les autres parties prenantes du secteur aussi. Alors, il est souvent souhaitable que le gouvernement assure le leadership de ce process d'évaluation et de suivi. Ou par exemple, voilà, je vais pas lire, excusez-moi, toutes les recommandations. Je vous laisserai les lire vous-même. Je vais juste terminer avec deux mots de conclusion de ce webinaire. La première chose, donc, comme j'ai dit tout au début, ce webinaire, il s'inscrit dans une lignée et dans une série de 6 webinaires qui suivent les réunions de Washington. Et le mois dernier, nous avons eu un webinaire sur la planification pour les ODD. Aujourd'hui, nous parlons du suivi et de l'évaluation des ODD. Le mois prochain, nous parlerons du financement. Et dans 2 mois après, nous parlerons des processus qui sont en cours dans les pays, où nous allons encore renforcer les échanges les échanges d'expériences entre les différents pays. Alors, je voudrais aussi remercier tous les présentateurs, notamment Madame Fiona Gore qui a pris le temps de nous parler et de répondre à nos questions. Et aussi à toute l'équipe béninoise qui a fait une présentation, une intervention très détaillée et d'ailleurs qui a été bien appréciée selon les commentaires du fonction chat. Voilà, donc je pense que je vais terminer ici. Si nous n'avons pas d'autres choses à discuter, nous pourrons lever la séance. Voilà, merci. Merci à tous et merci pour l'organisation du webinaire. Merci. Hein. Okay. Bonne fin de journée, Fiona, à vous. Et avant de quitter, pour les personnes qui n'ont pas encore renseigné leur nom et leur pays dans la fonction chat, merci de faire une bonne œuvre avant le départ.
C'est Ali, are you online? Balwant, I am online, yes. Yes, you're online, because there was a deep silence for a while. So I don't think there are any other things to discuss, really. We still have 10 people who haven't logged out, including Yes. you and I. But should we keep it on for a couple of minutes? I think we should close it. I mean, maybe you could just let people know that we'll now close it. Actually, let me stop the recording because it is Yeah, still, stop the recording, yeah. yes.